Merci pour votre fidélité au programme de la 7 TV. Mesdames et messieurs, il est 13 h. Bonjour, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Audition devant la Haute Cour de justice. Moustapha Diop, ancien ministre du Développement industriel et des PME-PMI, s'est présenté ce jeudi devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Il est poursuivi pour 2,5 milliards de francs CFA dans le cadre de la gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19. Et puis, dialogue national, le chef de l'État a lancé hier un appel à tous les acteurs politiques et à l'ensemble des forces vives de la nation. Un appel qui a trouvé écho favorable chez l'archevêque de Dakar et qui ainsi confirme sa présence. Barthélémy Dias, de son côté, lui ne sera pas de la partie. À la même date, il a prévu de faire une importante déclaration devant la presse. Et pour terminer, à moins de 3 semaines de la Tabaski, le Premier ministre a fait le point sur l'approvisionnement du marché en moutons sur un objectif de 830 000 têtes. 406 000 ont été recensés à la date du 18 mai, selon le communiqué du Conseil des ministres. Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour faciliter ainsi la disponibilité du bétail et accompagner les populations. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Jour de vérité donc pour l'ancien ministre Moustapha Diop qui s'est présenté ce matin devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Reste à savoir maintenant s'il aura le même sort que Ndeye Saly Diop ou Ismaïla Madior Fall, ou tout simplement s'il va suivre Aïssatou Sophie Gladima en prison. Selon des médias, plusieurs délits présumés ont été visés dans le projet de résolution de sa mise en accusation, et le rapport de la Cour des comptes a fait état de plusieurs irrégularités dans la gestion des 2,5 milliards de francs CFA alloué à son ministère pour limiter les effets de la pandémie. Dans ce même registre, donc, réédition des comptes, l'ex-ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, a elle été placée sous mandat de dépôt hier par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Une décision qui intervient après son audition du mercredi, c'est-à-dire hier. Elle est aujourd'hui poursuivie pour un détournement, un présumé détournement de deniers publics. Aïssatou Sophie Gladima a été placée sous mandat de dépôt par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. L'ancienne ministre des Mines et de la Géologie est envoyée en prison à la suite de son audition dans le cadre de la reddition des comptes sur la gestion des fonds liés à la lutte contre la Covid-19. Elle est poursuivie pour détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les deniers publics, blanchiment des capitaux, entre autres chefs d'inculpation. Cette incarcération est liée à sa gestion jugée irrégulière d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA allouée à son ministère dans le cadre du fonds Force Covid-19, dont 73,2 millions de francs CFA payés par anticipation à la société commerciale du groupe ISA pour la construction d'une unité de traitement gravimétrique à Kédougou, alors que les travaux n'avaient pas encore débuté. Une transaction jugée contradictoire aux règles de la comptabilité publique. L'Assemblée nationale a récemment adopté un projet de résolution portant mise en accusation de 5 ministres du régime sortant, contrairement à ses collègues qui l'ont précédé devant les magistrats instructeurs de la Haute Cour de justice, comme Ndeye Saly Diop, placé sous contrôle judiciaire, et Ismaïla Madior Fall, placé sous bracelet électronique. Aïssatou Sophie Gladima est écrouée pour détournement présumé de deniers publics. Les anciens ministres Mansour Faye et Moustapha Diop devront également comparaître dans les jours à venir. Eux aussi, poursuivis, ont adopté un projet de résolution portant mise en accusation de 5 ministres du régime sortant, contrairement à ses collègues qui l'ont précédé devant les magistrats instructeurs de la Haute Cour de justice, comme Ndeye Saly Diop, placé sous contrôle judiciaire, et Ismaïla Madior Fall, placé sous bracelet électronique. Aïssatou Sophie Gladima est écrouée pour détournement présumé de deniers publics. Les anciens ministres Mansour Faye et Moustapha Diop devront également comparaître dans les jours à venir, eux aussi poursuivis pour leur gestion des fonds Force Covid-19.
Et puis dialogue national, toujours ce mercredi, le chef de l'État a lancé un vibrant appel à tous les acteurs politiques et à l'ensemble des forces vives de la nation pour une participation inclusive et un succès au dialogue national consacré au système politique dont il présidera la cérémonie d'ouverture le 28 mai donc prochain. Bassirou Diomaye Faye a demandé ainsi au ministre de l'Intérieur de veiller à l'invitation des représentants de toutes les parties prenantes et à la bonne organisation des travaux. Et c'est un appel justement qui a trouvé écho favorable du côté de l'archevêque de Dakar qui justement confirme donc sa participation. Monseigneur André Gué a reçu à cet effet le facilitateur du dialogue national, le professeur Chergué. Pour sa part, a invité l'archevêque à désigner des représentants de l'Église pour participer activement aux commissions qui seront mises en place après la cérémonie d'ouverture. Et puis dialogue national. Carrière politique après son divorce avec Tahaou Sénégal de Khalifa Sall. Sur un tout autre registre à présent, responsabiliser les collectivités dans la gestion de la sécurité locale. C'est l'objectif d'un programme innovant porté par le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Pendant des jours, les maires et personnels des forces de défense et de sécurité ont planché ensemble sur les défis liés à la paix et à la protection des populations. Le rideau est tombé sur la phase pilote du programme Collectivité territoriale, Défense, Sécurité et Paix, une initiative portée par le Centre des hautes études de défense et de sécurité, CHETSA. Après 2 jours d'échanges intenses, les participants ont remis le rapport de synthèse au ministre de l'Intérieur, marquant ainsi la fin d'un conclave constructif qui a réuni des élus locaux, des représentants des forces de défense et de sécurité, ainsi que des acteurs du secteur du numérique. Avec ce programme, notre pays dispose désormais d'un levier pertinent pour adopter une approche globale et multidimensionnelle de la sécurité. Les collectivités territoriales doivent être mieux outillées, formées et accompagnées pour jouer pleinement leur rôle. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique entend travailler à l'adaptation de la législation et des stratégies existantes. À ce titre, une nouvelle démarche sécuritaire adossée à cette évolution, en l'occurrence la doctrine nationale de police de proximité, est en cours de déploiement. Des élus mieux informés, des experts du numérique engagés, des militaires et gendarmes à l'écoute. Tous ont été sensibilisés aux bonnes pratiques en matière de défense, de sécurité et de promotion de la paix. Une rencontre multidisciplinaire qui a permis de croiser les regards, de mutualiser les expériences et de poser les bases d'une nouvelle dynamique territoriale de la sécurité. Nous avons dans chaque zone rassemblé les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives, les autorités locales, les organisations de la société civile, et chacune de ces entités a exposé ses préoccupations en matière de sécurité et a même proposé des amorces de solutions pour y faire face. Le rapport final du séminaire a formulé plusieurs recommandations: le renforcement des capacités humaines et matérielles des acteurs locaux, l'intensification des contrôles et des patrouilles dans les zones sensibles, et surtout la réforme de la décentralisation vue comme un levier fondamental pour une meilleure gouvernance sécuritaire. Ce programme, élargi à toutes les régions du pays, symbolise une nouvelle approche: intégrer pleinement les collectivités territoriales dans la construction d'une sécurité durable, plus proche des populations. Pendant ce temps, la réforme de la Caisse des dépôts et consignations continue de faire débat. La décision de centraliser les cautions locatives suscite l'adhésion des consommateurs, mais provoque une certaine levée de boucliers chez les agences immobilières. Un reportage signé Djibril Diallo. La Caisse des dépôts et consignations CDC engage une réforme visant à centraliser les cautions locatives. Les agences immobilières dénoncent une décision non concertée. Cette information-là nous a pris quand même de haut parce que, entendant le DG faire des affirmations sur des composants liés à la location sans pour autant en parler avec les acteurs proprement dits, et ça nous a pris en surprise. Ce projet de réforme promet de transformer profondément les relations entre bailleurs et locataires. Objectif affiché,
mieux encadrer les loyers, favoriser l'accès au logement et assainir un marché en tension depuis des années. L'Association des consommateurs salue une décision importante, aussi bien pour les bailleurs que les locataires et même pour l'État. Parce que cela arrange les trois acteurs, ça arrange le bailleur, le locataire et l'État. Prenons le bailleur. Vous savez, quand le locataire s'en va, très souvent, ce qui est constaté, c'est que le locataire reste 2 mois sans payer, soi-disant pour consommer sa caution. Pour leur part, les bailleurs dénoncent la décision du directeur général de la CDC, soulignant une confusion des textes juridiques. Le DG a parlé de la caution, mais la caution, communément appelée dépôt de garantie, en fait c'est le dépôt de garantie qui est appelé communément caution. Ce n'est pas la caution qui est déposée chez un locataire ou bien chez le bailleur, c'est le dépôt de garantie. Et ce dépôt de garantie-là est régi par le Code des obligations civiles et commerciales. Ce n'est pas la première fois que l'État du Sénégal tente de réguler le marché locatif. En 2023, Macky Sall, président de la République d'alors, avait signé un décret visant à mettre de l'ordre dans ce secteur très complexe. 2 ans après, presque rien n'a encore changé. Tabaski 2025, 406 592 moutons sont déjà disponibles sur le marché. L'annonce a été faite par le Premier ministre Ousmane Sonko hier lors du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement se dit satisfait de la situation car c'est 48,99% de l'objectif national de 830 000 têtes qui est donc atteint. Le gouvernement se dit également rassuré quant à la disponibilité de l'oignon et de la pomme de terre car les tendances actuelles sont très favorables. La préparation de la fête de la Tabaski a occupé les débats lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres présidé par le président Bassirou Diomaye Faye. Le Premier ministre Ousmane Sonko a rappelé l'importance que revêt cet événement national. Un conseil interministériel a d'ailleurs été consacré à sa préparation et au terme duquel d'importantes mesures ont été prises pour garantir notamment un bon approvisionnement du marché en moutons. Il s'agit de l'assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à l'exonération des droits et taxes, entre autres. Le chef du gouvernement a exhorté les ministres chargés des forces armées, de la sécurité publique, des finances et des collectivités territoriales à faire appliquer toutes les prescriptions gouvernementales. Selon les dernières estimations, le nombre de moutons présents sur le marché est évalué à 406 592 à la date du 18 mai 2025 pour un objectif national de 830 000 têtes, soit un taux de 48,99% à 3 semaines de la fête. Concernant l'aménagement fonctionnel des points de vente, la situation est également satisfaisante. L'objectif est d'arriver à 278 points officiels fixés par les gouverneurs des régions. En outre, les tendances actuelles sont aussi favorables au marché de l'oignon et de la pomme de terre. Le chef du gouvernement a invité ses ministres à veiller à l'effectivité de toutes les mesures arrêtées jusqu'au terme fixé. Incident à l'approche de la Tabaski, un paysage bien connu refait surface dans la capitale. Les moutons qui reprennent possession des trottoirs et carrefours entre emplacements autorisés par les communes et les installations sauvages tolérées par habitude ou par nécessité. La frontière est parfois floue. Nos reporters sont allés à la rencontre de quelques vendeurs pour comprendre comment chacun s'organise entre logistique, concurrence et espoir de rentabilité dans un marché tendu à l'approche de la fête. À Dakar, les bâches fleurissent à chaque coin de rue. Les points de vente de moutons se multiplient à l'approche de la Tabaski. Souvent installés en bordure de route, parfois collés au trottoir, ces espaces improvisés transforment la ville en un immense marché à ciel ouvert. À Ouakam, certains vendeurs, comme Momar Diagne, opèrent avec l'autorisation de la mairie. Autorisation mairie là, amul ben tarif. Il faut une autorisation de la part de la mairie, mais il n'y a aucun tarif. Tous les vendeurs habitent à Ouakam, donc ils formulent une demande et la mairie leur donne une autorisation, mais à une condition: nettoyer l'endroit après pour pouvoir l'occuper une prochaine fois. La prochaine fois, un cadre strict, mais sans souci de sécurité. Selon lui, l'organisation locale suffit. Nous n'avons pas de problème de sécurité de ce côté à Ouakam.
N'empêche, nous veillons toutes les nuits pour garder les moutons et nous nous relayons pendant la journée. Plus loin, Mamadou Sen s'est installé sans autorisation, comme chaque année, sur un terrain privé. C'est un terrain qui appartient à un de nos voisins. On discute avec lui et il nous donne l'autorisation d'occuper le terrain et nous nettoyons après. Ils savent que c'est ce que nous faisons chaque année. Depuis des années, À Sacré-Cœur, Daouda Ngom, tout juste arrivé de la région de Mour, s'est installé spontanément. Il a simplement saisi l'opportunité d'un espace libre. Je suis venu et je me suis installé pour vendre mes moutons. C'est la première fois que je viens à Dakar, mais pour le moment, personne ne m'a interpellé. Les ventes commencent doucement, mais les conditions restent précaires. Manque d'eau, aliments chers et un espoir, vendre à temps. Entre installation autorisée et occupation spontanée, Dakar s'adapte tant bien que mal à l'afflux de vendeurs pour la Tabaski. Un défi logistique que chacun tente de gérer à sa manière. On reste en rayon viande pour donner la parole cette fois à la communauté Haoussa au Sénégal. Cette dernière réagit suite aux accusations de vente de viande de chat. L'association Hadine Khan Mahouta dénonce des allégations qu'elle juge diffamatoires et préjudiciables à ses membres. Elle appelle les autorités à faire toute la lumière sur cette affaire afin de restaurer, disent-ils, leur honneur et protéger leur activité commerciale. La polémique de la vente de chats a fait couler beaucoup d'encre. Ces vendeurs communément appelés Haoussa en paient le prix fort. Entre mépris et crainte de la part de leur clientèle, les conséquences sont multiples. À telle enseigne qu'ils ont décidé de publier un communiqué. Il y a un compatriote qui a fait un abattage clandestin. Les gars d'origine, c'est un tailleur. Il fait le métier du tailleur. Donc il a abattu les chats. C'est pour un raison mystique. À la grande surprise, on a vu les informations circulent partout comme quoi les Haoussa vendent la viande du chat, or que c'est faux. Ibrahim Ali, le président de l'association, brandit une facture de la société de gestion des abattoirs du Sénégal pour démontrer l'origine de la viande mise à la disposition des consommateurs par l'ensemble des membres de Hadine Khan Mahouta. Il renchérit que la grande majorité de ces vendeurs est de confession musulmane. Donc impossible qu'ils violent les règles préétablies par la religion. Tout est répertorié par les services de la SOGAS. Pour la viande de mouton ou de bœuf, la SOGAS nous fournit les produits. En ce qui concerne le poulet, nous nous rendons au marché. Cette sexagénaire férue des brochettes Haoussa a un secret pour se prémunir des autres viandes dont la provenance nourrit des doutes, achetées chez des vendeurs bien connus, à l'image d'Ibrahim Ali. Pour sécuriser davantage le secteur, l'association Hadine Khan Mahouta, regroupant des vendeurs de viande nigérians exerçant au Sénégal, a entamé des démarches administratives pour une reconnaissance par les autorités de leurs activités. Très rapidement, en éducation, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété une grève de 24 heures renouvelable à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, accompagnée d'une journée sans ticket. La coordination des étudiants proteste contre le non-démarrage des travaux de la plateforme du village haut et du chapiteau du restaurant numéro 2, la non-effectivité du Wi-Fi, l'insécurité régnante du campus, entre autres. La coordination des étudiants appelle alors les autorités à réagir rapidement pour satisfaire les revendications des étudiants. Et enfin, la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne était face à la presse ce matin. Les soutiens de la Palestine invitent l'État à couper ses liens diplomatiques avec Israël tout en invitant les Sénégalais au boycott des moutons de Tabaski offerts par l'ambassade d'Israël cette année. Un minimum attendu serait la convocation de l'ambassadeur israélien pour exprimer l'indignation de notre pays face aux actes commis contre les Palestiniens. En ce qui concerne le soutien que les Sénégalaises et Sénégalais peuvent manifester, il devrait se traduire par le rejet systématique des largesses de l'ambassade d'Israël, des dons qui sont indirectement financés sur le sang des Palestiniens, mais aussi par la confiscation des terres et de leurs biens. À ce titre, nous lançons un appel solennel aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Refusez catégoriquement les moutons que pourrait distribuer l'ambassade d'Israël
à l'occasion de la fête de Tabaski. Nous considérons que consommer les moutons offerts par l'ambassade d'Israël équivaut symboliquement à manger la chair des enfants palestiniens. Nous appelons également les artistes, toutes disciplines confondues, à ne pas répondre aux invitations de l'ambassade d'Israël. Enfin, nous annoncerons prochainement le lancement d'une campagne nationale de mobilisation et de sensibilisation pour demander la non-participation des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de la jeunesse JOJ de Dakar en 2026. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. L'emprisonnement de l'ancienne ministre des Mines et de la Géologie, Sophie Gladima, pour détournement de deniers publics fait la une des journaux. Wolf Quotidien note que Sophie Gladima, envoyée en prison, souligne que contrairement aux anciens ministres Ndeye Saly Diop et Ismaïla Madior Fall, l'ancienne ministre des Mines et de la Géologie a été placée sous mandat de dépôt et envoyée en prison. Elle devient ainsi la première victime de la Haute Cour de justice selon Wolf Quotidien. Vox Populi indique que sous mandat de dépôt, Sophie Gladima, moins chanceuse que Ndeye Saly Diop et Ismaïla Madior Fall. Selon son avocat, il déclare « Ma cliente est innocente et se suffit largement de ce qu'elle a toujours gagné. Présentement, elle vit cette épreuve avec beaucoup de dignité. » Sud Quotidien Barça 1 avec la photo de Sophie Gladima Sibi. Sophie Gladima en prison, titre le journal. Source A indique que 73 millions sont en cause dans l'emprisonnement du détournement des deniers publics. Le journal souligne qu'à l'origine de son placement sous mandat de dépôt, 73 millions environ versés à la société commerciale du groupe ISA, alors que celle-ci n'a pas encore exécuté le marché. Selon le quotidien Aïssatou Gladima Sibi, ancienne ministre des Mines de la Géologie, a été placée sous mandat de dépôt hier pour un présumé détournement de deniers publics pour l'utilisation d'1 milliard de francs CFA alloués à la construction de centres de gravimétrique à Kédougou qui n'a jamais vu le jour malgré les décaissements partiels de fonds. Mansour Faye lui est attendu pour son passage devant la Haute Cour de justice ainsi que Moustapha Diop. Enquête lui fait savoir le scandale d'État. Sophie Gladima subit sous mandat de dépôt, Mansour Faye et Moustapha Diop attendus, et le pouvoir va au-delà des recommandations de la Cour des comptes dans le cadre de la gestion des fonds alloués à la Covid. Les Échos lui revient sur le renvoi de l'audience portant sur les 12 requêtes de Farba et de Tahirou Sarr. Le parquet général et l'agent judiciaire de l'État face au ténor le 4 juin prochain. Le même journal, Les Échos, note que Barthélémy Dias tisse sa toile peu à peu et va parler aux Sénégalais le 28 mai prochain. Parlons de la Tabaski, là se penche sur le ravitaillement en moutons, moins de 50% du besoin disponible selon le journal. Wolf Quotidien sur le même sujet écrit qu'il y a un gap de 400 000 moutons à combler. Le Soleil de son côté met en exergue le dialogue national du 28 mai prochain en titre « Le chef de l'État, le vœu inclusif ». Le Soleil aussi évoque l'assassinat de l'infirmier chef de poste d'Arafat dans le département de Koungheul. Mamoudou Samba Diallo a reçu 5 coups de machette après avoir surpris des voleurs dans son enclos selon le journal. L'Observateur lui relate les fouilles archéologiques sur le site de Thiaroye 44. Thiaroye 44, la vérité du sous-sol qui vient griffer le mensonge colonial et les premières découvertes qui secouent les certitudes pour les bouleverser sont le journal, la version officielle. Mais la zone est désormais interdite de survol, pas de drone, pas de caméra et une surveillance militaire stricte. En sport record, titre Pape Matar Sarr, champion d'Europe avec Tottenham. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.